Les grands requins de Méditerranée étaient autrefois extrêmement abondants. Un naturaliste français qui s'appelle Marcel de Serres, je vous invite à le lire, qui a publié un ouvrage en 1850 qui parlait de la migration des animaux marins. C'est un naturaliste qui a travaillé, montpelliérain, qui a travaillé pendant 10 ans pour le gouvernement français, a fait un recensement de tout ce qu'il trouvait des pêcheries en Méditerranée. Et il racontait qu'à l'époque, lorsque les bancs de thon arrivaient sur les côtes françaises et que les thons étaient si nombreux que lorsqu'ils étaient chassés par les grands requins blancs, ceux qui étaient sur les bords du banc s'échouaient sur les plages à Nice. Voilà ce qu'était la Méditerranée à l'origine. C'était le sardine run avec des thons et des requins blancs derrière. Ça vous donne une idée. Le requin blanc était considéré comme un requin très banal et l'un des plus abondants. Requin blanc, requin bleu, requin taupe, requin marteau étaient à l'origine des requins non seulement présents, mais abondants, au point que les pêcheurs considéraient l'arrivée des requins comme une formidable opportunité, d'abord parce qu'ils facilitaient la capture des thons, et que dès leur arrivée, ils savaient que les grands bancs seraient là. Avec Stéphane et René, nous n'avons vu aucun requin blanc. Nous avons eu l'opportunité de voir un malheureux requin mako, un malheureux requin bleu. Nous avons eu la chance extraordinaire de filmer le requin grisé. Et au-delà de ça, niet, rien. Parce que chaque fois, je dis bien chaque fois que nous arrivions sur une côte réputée, en Tunisie, Sud Sicile, you should be there yesterday. Vous auriez dû être là il y a quelques années, parce qu'il y en avait partout. Et effectivement, les gens nous sortaient de belles photos noir et blanc, de requins monstrueux, de requins marteaux en Tunisie et en Sicile, des requins marteaux en pagaille, jusque dans les années 80. Et à partir des années 80, à partir du moment où les filets dérivants, les palangres à thon, à espadon et surtout les seineurs sont rentrés en action, il n'y a plus rien eu. Donc cette quête des grands requins avec Stéphane et René nous a amené à deux conclusions. La première, si on veut voir des grands requins, non seulement il faut qu'ils bénéficient de mesures de protection, mais il faut créer de grandes réserves marines, parce que pour finir ce film, nous sommes partis à Guadeloupe, comme nous l'avions fait avec l'équipe de Jacques Perrin pour le film Océan et avec Pascal Cobé pour faire les photos magnifiques que vous pouvez aller voir dans son exposition, avec des grands requins. Pourquoi dans cette zone là-bas? Parce qu'il y a des grandes réserves marines. Et donc, tout l'objet de ce film est de dire, oui, nous pouvons retrouver ces grands requins de Méditerranée si nous avons des protections spécifiques et si nous créons des réserves marines aussi larges, avec des corridors, comme le fait Sandra Bessudo avec Malpelo, Coco et Galapagos, et réunir les pays pour créer des corridors dans lesquels les requins peuvent migrer. Cette conclusion nous a amené avec Véronique et l'équipe de Longitude 181 à dire faut agir, faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser faire comme ça. Pourquoi est-ce que nous aurions pu profiter des requins et que nos enfants n'en profiteront pas? Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a lancé ce programme de recherche, protection, sensibilisation des requins de Méditerranée avec l'idée, c'est maintenant. C'est maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, les derniers ont parlé d'occasion de voir des requins, ben, il n'y aura même plus l'occasion de voir un requin. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite. Et on s'est dit, rallions la cause de quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille sur les requins de Méditerranée. Je suis sûr qu'il y a des organismes qui déjà sont là, en train d'œuvrer pour leur protection. Et on a cherché, on s'est retourné. Il n'y a personne. Personne. Donc on s'est dit, c'est tout de suite.
Et quelle que soit la difficulté, je dis bien quelle que soit la difficulté, il faut y aller, parce que si nous n'y allons pas, nous, longitude 180, ben, il n'y a personne. C'est juste ça. On n'a pas le droit. C'est pas maintenant, au début, c'était un plaisir que de partir à la quête des requins. Maintenant, c'est un devoir. Chaque petit pas, je dis bien chaque petit pas, le plus minuscule, le plus petit en avant, pour sensibiliser, pour faire avancer les gouvernements dans des prises de décision plus importantes pour leur protection, est un grand pas en avant, parce que pour le moment, il n'y a rien. Rien. Donc, nous avons développé, avec Véronique qui va prendre la main maintenant, surtout, des outils de sensibilisation. En gros, on est parti dans 3 directions. Sensibilisation auprès des pêcheurs, auprès de tout le monde, lobbying auprès des gouvernements, et recherche scientifique avec un doctorant en océanographie qui travaille spécialement sur les requins, sur la rive sud de la Méditerranée en Algérie. Donc Véro, qui dirige ce programme Requin Blanc, va vous parler du bilan de ce que nous avons fait cette année 2016, qui peut paraître un peu maigre, mais qui est gigantesque par rapport à tout ce qui avait été fait jusque-là. Bonjour. Voilà, alors il y a un an maintenant, sur le salon, nous vous avons présenté la collection Les requins de Méditerranée à protéger. Une collection qui a été créée par Longitude justement dans le cadre de ce programme. Pourquoi on l'a créée? Eh bien parce que lorsqu'on est allé discuter sur les rives sud de la Méditerranée, en Algérie, en Tunisie, on s'est rendu compte que il y avait un manque total d'informations, qu'il n'existait aucun document pour pouvoir parler de ces requins, que les gens ignoraient même jusqu'à l'existence des requins en Méditerranée. Quand on a dit il y a 40 espèces en Méditerranée, 42 exactement, les gens ouvraient des yeux comme ça, ils n'étaient pas au courant. Même les pêcheurs qui en capturent accidentellement n'étaient pas capables de les distinguer les uns des autres. Donc il y avait un gros travail à faire pour informer et avoir des documents sur lesquels s'appuyer pour faire cette information et cette sensibilisation. Tout simplement parce que s'il n'y a pas une sensibilisation au départ dans le monde de la pêche et dans le monde des différentes autorités, on n'y arrivera pas. Voilà, donc ça c'était la première étape et vous pouvez la retrouver, vous pouvez retrouver ces différents éléments sur notre stand là qui est directement à l'opposé du salon pour pouvoir les diffuser à votre tour. Ces posters sont à la fois en français ici sur le salon, mais si vous avez besoin, nous les avons en arabe, en anglais, en espagnol et en tahitien. Donc en fait, ça c'était en janvier et dès février, nous avions déjà un premier grand succès parce que le gouvernement algérien, le ministre des Pêches algérien s'est positionné et s'est positionné de façon très importante puisqu'il a accepté de mettre son logo, qu'on voit là-haut, sur le poster, ici, sur les fiches, ce qui veut dire que non seulement il soutenait notre programme, mais il s'engageait, et il ne s'engageait pas à n'importe quoi, il s'engageait sur une affiche qui dit « Les requins de Méditerranée à protéger ». Ce n'est pas les requins de Méditerranée menacés, c'est les requins à protéger. C'est-à-dire que ces 20 espèces qui sont listées là, sur les 40 qui existent en Méditerranée, et qui sont toutes menacées d'extinction à des niveaux divers, il s'engage à les protéger et à diffuser ce poster un petit peu partout dans toute l'Algérie. Donc ça, c'était le premier succès, la première grande marche de notre programme. Ensuite, il y a eu un rendez-vous important, c'était en mars, à Alger. L'Algérie accueillait donc la 6e conférence de la FAO pour une pêche artisanale durable. Et donc, grâce au gouvernement algérien, encore une fois, qui se positionne dans ce sens,
nous avons pu présenter ce programme, notre programme donc pour la protection des requins de Méditerranée, aux 22 pays méditerranéens qui étaient présents, aux principales organisations internationales qui travaillent en Méditerranée, FAO, PNUD, etc. Et toutes ont dit, mais c'est une idée extraordinaire parce que ce document n'existe pas. Donc l'information ne peut pas passer. Donc ça, c'était la deuxième grande étape. Pardon, je me permets de te couper. J'insiste sur le fait que les autorités, les organismes internationaux officiels ont été d'abord surpris que nous ayons fait ce document, que Véro ait réalisé ce document, parce qu'ils n'avaient même pas eu l'idée eux-mêmes de le réaliser. Et en particulier l'IUCN, qui est l'organisme qui donne le statut des différents requins. Ils n'avaient pas eu l'idée de rassembler tous ces requins de Méditerranée sur un poster pour faire ce travail. Encore une minute. Autre chose, réaliser des documents. Formidable. Mais quid de la distribution? En 2 mots, les requins qui sont en danger, qu'on a vu, en danger pour certains d'extinction, parfois, ils bénéficient de mesures de protection. Mais qui le dit aux pêcheurs? Allez voir les pêcheurs, ils n'en savent rien, rien du tout. Je dis, le requin blanc est protégé par la convention de Berne et de Barcelone. Ah, le joueur Berne, il joue à Barcelone? Je ne connais pas qui c'est Berne. En 2 mots, il y a un gap, une coupure, mais fondamentale entre ces organismes. Donc nous essayons, pardon, je te rends la main, de prendre la démarche. Voilà. Voilà, et donc pour mettre en pratique ce que dit François, il y a eu un premier atelier de formation des pêcheurs qui a été fait dans le cadre d'une aire marine protégée qui s'appelle l'aire marine de Gouraya, où l'étudiant algérien qui est Hamza Mendil, qui réalise une thèse donc sur les requins de Méditerranée et qui est en train de rassembler toutes les informations, a fait un atelier de formation. Il a réuni les pêcheurs, il y avait aussi les membres de la réserve, il y avait les armateurs, il y avait tout un tas de personnes qui ont été rassemblées. Et donc c'était le première information qui a été super bien reçue, puisque vous voyez à la sortie de la formation, chacun a reçu un poster. Le message, je pense, a été reçu, et donc maintenant il s'agit de multiplier ces formations, surtout dans le cadre des aires marines protégées, puisque c'est quand même leur rôle de faire le relais dans cette information. Ensuite, parallèlement, il y a eu une large diffusion des posters en Algérie, puisque donc le ministre des Pêches s'était engagé à ça. Les posters ont été diffusés dans toutes les wilayas de la côte. Il y en a 12 le long du littoral. Elles ont été diffusées par ces wilayas, c'est-à-dire les préfectures, à l'ensemble des criées, des pêcheries, ce qu'on appelle les pêcheries là-bas. C'est la poissonnerie, les directions des pêches ici, enfin via les associations qui se sont mobilisées, les clubs de plongée. Il y a eu de nombreuses conférences. Les écoles de pêche aussi ont reçu des posters. Donc on va dire qu'en Algérie, ça commence largement et que c'est un pays qui est largement en tête par rapport aux autres pays méditerranéens, puisque en France, pour ne parler que de notre exemple, il n'y a pour le moment rien du tout et tout reste à faire. Donc, pour pouvoir diffuser, passer de l'échelle algérienne à l'ensemble de la Méditerranée, puisque l'ambition du programme, c'est d'obtenir une protection au niveau de l'ensemble de la Méditerranée, sinon elle n'aura aucune signification. Nous nous sommes adressés à des organisations internationales. Alors, c'est le CARASP, le MEDPAN, ce sont des organisations qui travaillent dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est chargée de mettre en place des programmes de préservation de la diversité biologique de la Méditerranée. Et ils ont diffusé donc des informations, des articles qui présentent notre programme à l'ensemble, en français, en anglais, sur l'ensemble de leur site. Et parallèlement, le poster donc a été traduit en arabe, en espagnol, en anglais, pour être diffusé le plus largement possible. En gros, pardon.
il s'agit de constituer le socle, la base nécessaire, obligatoire d'information. Et on va vous demander après vous-même, si vous avez l'occasion, de participer. Venez chercher les posters, venez chercher ces fiches, allez les apporter dans des criers, les apporter chez les pêcheurs, les apporter où vous voulez, chez les poissonniers, mais faites-le sans ce socle. Sans ce socle, toutes les mesures qui existent déjà, elles sont insuffisantes, on va le voir, mais toutes ces mesures ne servent à rien du tout. Il faut faire connaître, c'est essentiel. On ne peut rien préserver si les gens ne savent pas qu'il faut et ne savent même pas quoi préserver. Donc on vous demandera après ça de venir sur le stand Longitude 180, de prendre des posters et de payer de votre personne si vous voulez que demain vous puissiez voir des requins et vos enfants aussi. Voilà, exactement. Par exemple, le requin bleu, qui est un requin que malheureusement on voit de temps en temps sur les étals des poissonneries, est un requin qui n'a rien à y faire. C'est incroyable qu'on puisse encore commercialiser en France des requins bleus, alors que le statut de ce requin est passé de vulnérable il y a quelques années à en danger critique d'extinction. Donc on est là sur des populations qui sont terriblement menacées. Juste une chose pour ceux qui ne sont pas familiers avec les requins. Quand on parle de en danger critique d'extinction, pour un requin, c'est réel. Parce que la maturité sexuelle de ces animaux, même le requin bleu, est tardive, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'ils aient 4, 5, pour le requin blanc, 10 ans, avant qu'ils puissent se reproduire, et qu'ils ont une très faible fécondité. Ça veut dire qu'ils ont évidemment beaucoup de difficultés à supporter une pression de pêche, puisque on prend d'abord les grands animaux, c'est-à-dire tous les adultes reproducteurs, et que les rares qui restent ont très peu de jeunes. Le requin blanc qui est le plus prolifique, le requin bleu, pardon, qui est le plus prolifique, entre 30 et peut-être 70 embryons possibles et jeunes possibles, lui-même, qui n'aurait jamais dû arriver dans cette situation, est aujourd'hui en danger critique parce que cette forte fécondité pour les requins est insuffisante. C'est pas du tout la même chose que les poissons. Quand on parle de danger d'extinction du thon rouge, arrêtons, on va voir effectivement diminuer, on les a déjà vus diminuer radicalement les populations de poissons. Mais si vous arrêtez de pêcher, la fécondité des thons est telle, c'est en dizaines de milliers d'œufs, qu'ils ont une capacité de renouvellement beaucoup plus forte. Il est très difficile d'éradiquer des animaux, je dis éradiquer parce qu'on a cherché à le faire autrefois, nous qui étions stupides hommes, on va arriver à Sapiens, vous allez le voir. Eh bien, c'est très difficile, parce qu'ils ont une résilience, une résistance formidable, parce qu'ils ont une très forte fécondité. Mais nous, les mammifères, les baleines, les cachalots dont on parlait hier, et les requins, c'est très 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 bas. Donc quand on a enlevé tous les grands animaux, et c'est ce qui s'est passé, hein, tous les grands adultes reproducteurs, et qu'on ne laisse plus à ces animaux le temps de grandir et d'arriver à maturité sexuelle, eh ben, il n'y a plus de reproducteurs, et les derniers qui restent, ils ne sont pas assez nombreux parce qu'ils ont très peu de jeunes. Voilà, alors ici on va aborder le deuxième grand axe de notre programme, hein, après la partie information, sensibilisation. Il y a un travail de recherche qui s'appuie sur donc une thèse réalisée par Hamza Mendil, qui est un jeune chercheur algérien. Cette thèse, elle se base sur un réseau d'observateurs qu'il est en train de mettre en place, sur deux Facebook, donc le Facebook du programme Partie française, la partie algérienne ici, Expédition du Grand Bassin algérien, sur lequel il est en train de rassembler un certain nombre d'observations. Il y a aussi des missions qui sont organisées en mer, mais c'est relativement difficile en Algérie parce que les conditions météo sont souvent difficiles, parce que l'université a du mal à donner les moyens nécessaires à notre jeune chercheur. Mais il y a déjà des résultats là. On s'aperçoit que ici c'est Alger, vous avez la côte algérienne. Toutes ces observations-là concernent des requins bleus, par exemple. On s'aperçoit qu'il y en a quand même beaucoup encore, et que si ce sont des observations et malheureusement souvent des captures, si ces captures continuent, on n'y arrivera pas. Donc il y a un énorme travail à faire
à partir de ces observations, de ces premiers résultats. Pardon, j'ajoute un mot sur l'histoire du Facebook. Quand nous sommes arrivés en Tunisie il y a 3 ans, en Algérie l'année dernière, on ne signalait rien du tout. Chaque pêcheur qui capturait, chaque plongeur qui voyait, il n'y avait aucune information qui était rassemblée et transmise. Il n'y avait pas de centre où on pouvait donner ces informations. Et ça, c'est capital, parce que au départ, on pensait même qu'il n'y avait plus certaines espèces de requins. Et à partir du moment où, sur place, on est allé de port en port, qu'on a mis en place un réseau, dont tu parles peut-être après, parce qu'il y a un réseau associatif très fort dans ces pays-là, et que les gens ont pris à leur compte ce programme de protection des requins, on a réussi, grâce à ce réseau, à rassembler de plus en plus d'informations qui permettent aujourd'hui de constituer la première base solide d'observation et de recensement des requins sur cette rive sud de la Méditerranée. Pardon, je reviens en arrière. Il y a 4 ans, il n'y avait rien. Le gouvernement algérien, tunisien, ignorait, mais totalement, ce qui était... Oui, ils savent, ils débarquent, un truc comme ça, mais un recensement global, aucune idée. Au point que l'idée saugrenue était apparue qu'il fallait promouvoir, au début, la pêche des requins, sans faire aucun état des lieux. Aucun. Non, non, allez, on va se lancer dans la pêche des requins, sans imaginer une seconde qu'ils envoyaient à la fois les requins à l'extinction et les pêcheurs qui auraient acquis du matériel et surtout s'être endettés pour avoir ce matériel, aller au casse-pipe après. Et c'est là où il faut réaliser, ici en France c'est peut-être un petit peu plus structuré, mais il y a certains endroits où ça n'est pas structuré et où tout d'un coup on se dit mais c'est une association qui fait ça. Oui, c'est nous. C'est une association qui est à l'origine de ça. On en tombe par terre. On est encore des centaines d'années en arrière où on croyait qu'on peut puiser dans la mer, dans cette corne d'abondance inépuisable, et où de toute façon, elle offrira toujours quelque chose et des requins. Il est donc, encore une fois, urgent de le dire. Ça vous paraît anodin? Non, le dire, le crier. Voilà, et par exemple, sur ce Facebook, il y a donc les observations sont posées par les différentes personnes qui observent des requins, et là on voit que c'est un requin blanc. Alors l'image n'est pas bonne évidemment parce que j'ai fait une petite capture d'écran. C'est un requin blanc qui a été observé au Maroc. Donc après ça veut dire que à travers le réseau Facebook, à travers cette structure qui se met en place, des observations sur toute la Méditerranée pourront être collectées. Et éventuellement voir quels sont les déplacements de ces animaux migrateurs, comme les requins blancs, qui probablement passent aussi en Atlantique, même si la population de requins blancs méditerranéenne semble être génétiquement isolée de la population atlantique. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'elle ne va pas en Atlantique. Des populations peuvent être sur la même zone et se reproduire dans des régions différentes et ainsi provoquer un isolement génétique, même si de temps en temps elles peuvent se croiser sur un terrain extérieur. Donc c'est pas parce que les requins blancs de Méditerranée sont, semble-t-il, isolés génétiquement qu'ils ne font pas de grands déplacements, éventuellement sur la côte marocaine, au-delà de la Méditerranée. D'où la difficulté énorme à recenser ces animaux, et j'entends régulièrement des gens qui donnent des chiffres sur l'abondance de ces requins. Alors j'ai entendu, il reste 40 requins blancs méditerranéens, il en reste 700. Mais qui peut dire quoi? J'ai aucune idée. Personne n'a aucune idée. Là, il y a 2 mois, il y a encore un grand requin blanc, une grande femelle qui a été capturée en Tunisie. C'était une femelle énorme, qui était évidemment une femelle mature, parce que vraisemblablement l'une des dernières zones de reproduction des requins blancs de Méditerranée, c'est la région de Djerba, c'est le golfe de Gabès. Et s'il y a encore des grands requins blancs comme ça veut dire que la population n'est peut-être pas si écrêtée que ça. On a tellement peu d'informations
qu'on ne peut rien dire sur pratiquement aucun de ces requins. C'est ça qui est stupéfiant. C'est les plus grands animaux et personne, ni en France ni ailleurs, ne peut vous donner des informations concrètes. D'où l'idée, encore une fois, de les rassembler, c'est quelque chose de capital. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est capital, ces petites informations dérisoires une à une, mais rassemblées, c'est le socle nécessaire. D'autant plus nécessaire. Voilà, que en fait, on a essayé de savoir en fait quelle était la réglementation actuelle sur les requins en Méditerranée. Et là, ça a été un travail monumental. Monumental parce que d'abord, c'est difficile à trouver, c'est hyper complexe. Tout est fait, en gros, pour essayer de dissuader, de rassembler cette information. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette synthèse? Elle dit quand même une grande chose, c'est que la pêche industrielle est de loin la menace majeure. La pêche industrielle et la pêche artisanale dans certaines régions où l'on utilise encore le filet maillant dérivant. Qui est interdit depuis des années. C'est interdit en fait sur la rive nord de la Méditerranée qui correspond aux eaux européennes de la Méditerranée puisque c'est une réglementation européenne. Mais malheureusement, sur les rives sud de la Méditerranée, il est encore largement utilisé, en particulier pour capturer de l'espadon. Et à ce moment-là, avec l'espadon, on ramasse tous les requins qui sont des requins de surface. Ça peut être le blanc, le bleu, le renard. Tous ces requins-là font les frais de ce type de pêche. Et justement, la dernière évaluation de l'IUCN, la réactualisation, la première avait été faite en 2007 sur l'état des populations de Méditerranée. Cette dernière évaluation vient de tomber en décembre 2016 et c'est assez catastrophique parce que tous les requins, ou la majorité des requins qui avaient déjà été épinglés comme requins menacés, c'est-à-dire au moins la moitié des espèces qui vivent en Méditerranée, ont tous eu leur statut dégradé. Ils sont tous passés un cran plus loin dans le niveau de menace. Alors, quels sont les types de pêche? Je parlais tout à l'heure, je reviens en arrière, je parlais des filets maillants, mais celui qui arrive en premier, là on voit les différentes espèces, on s'aperçoit que 100% des espèces de Méditerranée sont victimes des chaluts, de chaluts de fond. En particulier, ce sont les jeunes qui vivent souvent en profondeur et qui sont récupérés par ces chaluts. Ensuite arrivent les filets, donc les filets maillants, et les long lines, c'est-à-dire tous les engins qui servent à capturer les thons. Hein, les long lines étant des lignes à pâté, évidemment, elles attirent les thons, mais elles attirent tous les prédateurs et donc les requins. Et ces requins sont pas des... Ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas une pêche ciblée, c'est-à-dire qu'en Méditerranée, il n'y a jamais eu de pêche pour les ailerons, contrairement à d'autres régions du monde. La pêche des requins est une pêche accidentelle, hein, c'est ce qu'on appelle bycatch ici. Toutes les espèces de requins sont concernées par ces captures accidentelles et qui sont de loin la principale menace, mais il y a aussi la dégradation des habitats qui empêche les espèces de se reproduire et la pêche sportive qui ici apparaît pas très nombreuse, pas très importante, parce qu'évidemment elle ne concerne pas les requins des grands fonds, elle concerne les requins de surface, mais elle vient apporter la touche définitive, la touche supplémentaire à des populations qui sont extrêmement décimées par la pêche commerciale. J'ajouterai une chose, donc le requin n'est pas obligatoirement ciblé. Il est capturé alors que les pêcheurs ne souhaitent pas l'attraper lui, mais d'autres espèces. C'est à la fois catastrophique parce que de toute façon, ils continueront à pêcher les autres espèces. Mais c'est un grand espoir parce que nombreux sont les requins qui arrivent vivants sur le bateau, vivants dans la Seine. Hein, on a vu des requins blancs qui étaient pris dans les grandes Seines à thon, pris dans des filets qui étaient vivants. Et qui jusqu'à présent... La Seine à thon, c'est un grand filet circulaire qu'on tend tout autour du banc de thon. On encercle le thon et parfois le requin qui se trouve au milieu. Mais jusqu'à présent, les requins étaient tués et parfois massacrés et puis rejetés, simplement parce que c'était un requin. Ce qui donne encore plus d'importance
à l'information auprès des pêcheurs. Parce que tout d'un coup, ils vont pouvoir changer d'attitude et au lieu de massacrer le requin et de le rejeter à l'eau après, ils vont pouvoir le relâcher. Vous n'y croyez pas? Ça c'est fait. Ça c'est fait. Les pêcheurs vont devenir les premiers protecteurs des requins. Je vous le dis, dans 10 ans, quand vous serez là et que nous vous présenterons le bilan 2026, vous allez voir, les pêcheurs seront à nos côtés. Parce qu'encore une fois, il n'y a ici qu'une affaire de discussion, de conviction. Allez parler, convaincre. On ne gagne que comme ça. Et certains d'entre eux, stupéfaits, disent « il n'y a pas de souci, mais moi, bien sûr, je vais le relâcher ». Hamza, notre doctorant, qui a des difficultés à trouver des bateaux, est allé voir sur les ports de pêche s'il y avait des embarquements possibles. Et il y a un type qui a dit « mais pas de problème, moi je vais faire de la long line à Espadon, je t'emmène parce que régulièrement je pêche des requins bleus ». Alors Hamza a dit « oui, mais moi les requins bleus, je veux y mettre des tags et je veux les relâcher ». « Ah bon, pourquoi tu les relâches? C'est des requins, tout comme ça ?»« Non, mais parce qu'ils sont en danger, tout comme ça. » Il est parti avec ce longliner et le longliner a dit « mais c'est formidable en fait, mais je veux participer à ton programme et je le fais quand tu veux, gratuitement. » Tout d'un coup, c'est passé de « je le massacre parce que c'est un requin et que les requins, il faut les massacrer, ils bouffent mes poissons et ils sont dangereux » à « mais je ne savais pas. C'est incroyable ce que tu me dis. Et il y a un programme auquel je peux participer, moi pêcheur, je le fais. » Et le pêcheur a sacrifié des nuits, je dis bien des nuits de son travail et de capture d'espadons qui le font vivre pour, avec Hamza, tenter d'attraper des requins, de les relâcher avec un petit tag. Bon, il y a eu des relâches, malheureusement les tags n'ont pas tenu. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il avait des tags qui n'étaient pas très bien ficelés sur les petites pointes, pas assez solides. Mais le pêcheur est à ses côtés. Encore une fois, information. Voilà pourquoi c'est fondamental d'aller les voir. Parce que du requin... On en pêche partout. Et quand on fait un tour d'horizon, par exemple là j'ai pris le mois de juin 2016 au hasard. Et bien des requins, on en pêche en Italie, à Messine, en Algérie, à Marseille, un pot bleu sur le Vieux-Port, en Grèce, dans les Cyclades, en Crète. Vous voyez un requin grisé, un requin renard, un requin bleu, des renards là-haut et un blanc là-bas, un jeune blanc. Donc en fait, tous les pays méditerranéens sont concernés et il ne faut pas simplement dire oh ben c'est la rive sud, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas, etc. Non, tout le monde pêche partout. À Argelès, on a encore pêché des requins renards en courant de l'année. Voilà, juste sur un mois de juin, voilà ce qu'on peut trouver et en faisant un rapide tour de ce qui est publié sur le net. Et je suis sûr, là encore, pour revenir sur cette idée d'information, que ces pêcheurs qui ont tué ces poissons, dont ils ne font rien après, sensibilisés, les auraient relâchés. Je vous raconte une anecdote qui n'est pas tout à fait celle de requin. Vous avez peut-être entendu parler de ce chasseur sous-marin qui a tué une raie papillon monstrueuse au cours en juin dernier. La raie papillon, en Méditerranée, est elle aussi en danger critique d'extinction. L'histoire, c'est comme ça. Le chasseur arrive, il voit un énorme poisson, dit-il. Il était si gros que j'ai pas pu m'en empêcher de le tuer. Il le sort, c'est un trophée, c'est formidable. Nice Matin... C'était chez nous, hein, c'était à Cannes. Oui, Nice Matin en fait les grands titres de sa première page. Le héros qui a tué cette énorme raie gigantesque. Déluge de mails de Longitude 180 et d'autres gens pas différents du pêcheur. Nous ne sommes pas différents, mais nous savons que la raie papillon est en danger critique d'extinction. Donc déluge de mails vers le journal qui dit mais vous glorifiez un type qui vient peut-être de tuer l'une des dernières grandes raies papillons de Méditerranée.
Mais vous êtes idiot ou quoi? Réponse du journal et réponse surtout des pêcheurs. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et après, je regrette, je ne ferai plus jamais. Évidemment, pour l'arrêt, c'est trop tard. Mais là-dedans, il y a deux leçons. La première encore, faire savoir. Et l'autre, que penser de quelqu'un qui dit « c'était si beau, c'était si gros, que je n'ai eu qu'une seule idée », c'est de le tuer pour me l'approprier. Il y a une vraie réflexion à faire. Et là encore, la sensibilisation, elle ne touche pas qu'à savoir connaître l'environnement ou la réglementation dont on va parler, mais à se dire que la vie sauvage, vivante, c'est la richesse, alors que morte, elle n'offrira plus jamais tout le bonheur d'une rencontre qu'elle aura pu offrir à des centaines de personnes. Et c'est un des programmes qu'on va développer à Longitude 180 avec Daniel, c'est qu'aujourd'hui, vous, moi, nous ne sommes pas égaux devant la loi en ce qui concerne le bien commun. Les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer. Vous pensez que vous avez les mêmes droits que tout le monde? Non. Et voilà. Vous voyez une magnifique liche. Vous avez votre appareil photo, Pascal est là, il fait une photo magnifique que vous allez voir dans l'exposition. Vous allez pouvoir la voir vivante. Et il l'a laissée pour ses amis, pour ceux qui viendront demain. Mais elle ne lui appartient pas. La même jour, la même seconde, c'est un chasseur sous-marin, bing! Il la tue, elle est à lui. Et si vous lui prenez sa liche, vous êtes un voleur. Et vous allez en prison. Aujourd'hui, le droit donne raison à celui qui tue pour s'approprier le bien commun. Réflexion, changeons cette règle. On ne peut pas, tout d'un coup, donner raison à celui, encore une fois, qui fait que ça. S'approprier en tuant. Il faut que nous changions cette règle. Et nous allons officiellement lancer une pétition pour qu'au moins il y ait une réflexion là-dessus. Que nous soyons juste tous égaux devant la loi. Je veux que cet animal soit protégé, je l'ai vu en premier. Il est à moi parce que je l'ai vu en premier et je veux que tout le monde en profite. Il faut que ça ait le même droit que celui qui, bing, il tire dedans. Parce que du point de vue de la réglementation, je peux vous dire aussi que c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Ce tableau, il est illisible. Je l'ai mis juste pour vous donner une idée de la complexité de la réglementation actuelle. Cette réglementation, en gros, on peut la diviser en deux parties. Ici, vous avez la liste des requins. Tous ceux qui sont ici, 11 espèces, aucune mesure de protection. Pourtant, il y en a qui sont en danger critique d'extinction. Il y en a 5 là, en danger même. Donc des requins qui sont très menacés, aucune mesure. C'est l'ange de mer, c'est les émissoles, les aiguillas, il n'y a rien. Après, vous avez ceux qui bénéficient d'une petite mesure de protection au niveau de l'ensemble de la Méditerranée, c'est la partie verte, et ceux qui en bénéficient d'une au niveau européen. Au niveau européen, c'est la réglementation qui, en principe, est la plus forte, la plus contraignante. Parce que malheureusement, cette réglementation, elle vient de deux types de textes. Soit des mesures européennes, et à ce moment-là, elles ont force de loi dans les pays, soit simplement des résolutions et des recommandations qui sont très légères, puisque c'est à la disposition des États. Si les États veulent s'engager, ils le font. S'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Et cette réglementation, elle est donnée par les organismes de gestion des pêches. Hein, ça, c'est l'organisme de gestion des pêches de Méditerranée, et ça, c'est l'ICCAT, plus connu, qui est donc la Commission internationale pour les thons d'Atlantique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, il y a là une demi-douzaine d'espèces pour laquelle la pêche est interdite, mais c'est une réglementation de l'IUCN, de la GFCM. Donc, c'est laissé
à tous les États, à la disposition de tous les États. S'ils veulent l'appliquer, ils l'appliquent. S'ils ne veulent pas l'appliquer, ils ne l'appliquent pas. Il n'y a rien de contraignant, il n'y a aucune mesure coercitive. Voilà, donc... Pardon, et après vous allez voir que le plus grave, c'est qu'en gros, ça ne s'applique qu'à la rive nord de la Méditerranée. Voilà, la réglementation européenne qui serait la plus stricte s'applique juste à la rive nord de la Méditerranée. Vous avez les œufs européennes en haut, et en fait, la Turquie ne fait pas encore partie de l'Europe, donc c'est un petit peu moins que ça. Ce qui veut dire que toute la rive sud de la Méditerranée échappe à cette réglementation. Donc 10 espèces sur 20 ne bénéficient d'aucune mesure de protection, que des recommandations et surtout un imbroglio de mesures. Il y a des espèces que l'on peut pêcher mais qu'on ne peut pas commercialiser. Il y a des espèces qu'on ne peut pas commercialiser mais qu'on peut pêcher. Il y a des espèces qu'on peut pêcher dans un endroit et pas dans un autre. C'est extrêmement compliqué. Donc comment voulez-vous que les pêcheurs s'y retrouvent? Il y a vraiment un énorme travail pour essayer de simplifier tout ça et de faire connaître surtout tout ça. Parce que qui s'intéresse aux requins dans la salle? Tout le monde. Vous êtes là, vous vous intéressez tous. Est-ce que vous aviez une idée des mesures de protection dont bénéficient les requins? Ah non. Et si vous étiez pêcheur, que tous les jours, vous vous leviez à 2 h du matin pour mettre la glace dans le bateau et partir à la pêche, est-ce que vous auriez pu avoir une idée de ces mesures de protection dont bénéficient les requins? Ben évidemment non. Il faut que, encore une fois, ce soit porté auprès de vous, qu'on vous le dise. Alors, non seulement Véro souligne que c'est à discrétion des États, et en général, les États, lorsque c'est pas contraint, lorsque les mesures n'arrivent pas d'en haut, et c'est pas obligatoire, eh bien, ne les font pas appliquer. Il ne faut pas appliquer, parce que c'est toujours mécontenté celui qui considère tout ce qui touche à la rentabilité immédiate et individuelle comme plus important que le long terme, j'insiste, long terme et bien commun, bien commun, bien commun. Par conséquent, les gouvernements ne prennent pas ces mesures et que si les pêcheurs ne les connaissent pas, que les États ne les font pas appliquer, eh bien il n'y a aucune chance pour que ce qui a été prévu pour les préserver avant qu'ils disparaissent ne soit mis en œuvre. C'est à nous, la société civile, à prendre les rênes. C'est à nous à demander ça, c'est à nous à le faire appliquer, c'est à nous à le dire. Ne laissons plus aux autres qui ne l'ont pas fait depuis des années le devoir et le pouvoir de le faire. Faisons-le. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film L'Odyssée, qui retrace une petite partie de la vie de Cousteau. Eh bien, il y a un moment fort, très fort, où Cousteau dit « Ceux-ci veulent plus nous soutenir, les télés veulent plus nous soutenir », parce qu'il parlait d'environnement. La même chose que ça. Très bien. On va faire appel à la société civile. On va faire appel à ceux qui sont vraiment concernés, puisque c'est leur patrimoine. C'est votre patrimoine, c'est notre patrimoine à tous. C'est nous qui sommes concernés. Par conséquent, il faut le dire. Il faut rejoindre des associations. Il faut que tout d'un coup vous disiez « Ok, voilà, ils font pas grand-chose, mais au moins il faut quelque chose. Je les rejoins. Je veux dire que je suis d'accord. Je veux dire que moi aussi je donne ma voix pour un programme comme celui-ci. Et après on est fort. Alors qu'aujourd'hui on est dispersé. Alors qu'aujourd'hui on n'est pas volontaire. Et c'est partout pareil. Dans tous les États du monde, le seul levier fort, c'est vous. Le seul levier fort, c'est la société civile. Et aujourd'hui, elle ne s'exprime, je dis bien, elle ne s'exprime que par les associations. Vous allez me dire les bulletins de vote? Non, parce que c'est phagocyté par des partis et il faut passer dans un tel étroiture que de toute façon, on n'arrive pas à faire exprimer ce genre d'idées. Levons-nous, levez-vous, allez chez Shark Alliance, allez chez Sea Shepherd, venez chez Longitude, évidemment nous préférons que vous nous rejoigniez, mais bon Dieu, engagez-vous. Parce que après il ne faudra pas dire « Oh, il était très bien, voilà, dis donc, Longitude, ils sont super, ils font des trucs, hein, oh, oh bah au moins ils s'occupent. » Non, on ne peut pas faire seul. Venez, faites savoir.
Juste une petite précision pour la réglementation européenne. Elle est tellement compliquée que les services français des pêches sont obligés d'édicter chaque année un tableau récapitulatif de toutes les mesures pour les réactualiser et pour les donner à leur service, pour que ceux qui sont chargés de faire appliquer cette réglementation sur la côte soient au courant. On est obligé de leur faire un résumé chaque année. Alors là, eh bien, c'est la dernière chose qui est arrivée cette année, c'est la liste rouge de l'IUCN qui est tombée en 2016, une liste rouge spécifique sur les requins de Méditerranée. Ça faisait 10 ans qu'elle avait été faite. En 2007, très exactement, on l'avait faite. Et la nouvelle liste rouge qui tombe en 2016, elle est assez catastrophique et elle nous dit vraiment qu'il faut d'urgence faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ceux qui étaient en danger critique sont restés en danger critique, évidemment. Mais que tous ces requins qui étaient là, qui avaient des statuts encore pas trop catastrophiques, ont vu leur statut augmenter. C'est-à-dire qu'ils sont passés de l'état vulnérable à en danger, voire même en danger critique. Donc rien ne s'améliore. En particulier, comme je disais tout à l'heure, le pot bleu qu'on voit souvent sur les étals, il est passé en danger critique, il n'a rien à faire là. Il faut vraiment faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que 4 nouveaux requins sont rentrés dans cette liste qui s'est allongée donc de 4 nouvelles espèces. Pour d'autres, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette liste ne contient qu'une vingtaine d'espèces, mais pourquoi elle contient qu'une vingtaine d'espèces? C'est que pour la plupart des espèces, nous n'avons pas de données suffisantes pour pouvoir statuer. Donc les scientifiques disent « j'ai pas assez de données, je peux rien dire », même s'ils soupçonnent que le requin est déjà en danger. Et quand ils ont des données suffisantes, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, par exemple, toutes ces espèces qui sont en DD, données insuffisantes, sont passées en vulnérable, c'est-à-dire premier statut, et même en danger critique directement. Donc dès qu'on a suffisamment de données, on s'aperçoit que les requins sont déjà terriblement menacés. Voilà. Donc comme disait François, c'est maintenant qu'il faut agir et donnez-nous les moyens, puisque nous à Longitude, on est tous bénévoles et c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à mener ces actions. C'est aussi grâce à votre voix, parce que plus nous serons nombreux dans l'association, et plus quand nous allons interpeller les pouvoirs publics, quand nous allons interpeller les différents organismes, nous pourrons dire voilà, nous parlons au niveau, pas en notre nom, mais au niveau de tous les adhérents, de tous ceux qui nous soutiennent derrière nous, et c'est vraiment très 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 important. Souvent les gens disent qu'est-ce que je peux faire? Moi je suis tout seul, je peux rien faire. Eh bien, il y a la première chose à faire, c'est de soutenir une association qui travaille dans ce sens-là, parce que vous lui donnez à la fois les moyens de faire les choses, les moyens financiers, mais surtout vous leur donnez votre voix. Et c'est ça le plus important. Nous vous souhaitons de vivre des moments de paix, de sérénité et de bonheur avec les grands requins aussi intensément que ce que nous les avons vécus ensemble ici à Guadeloupe, au large du Mexique, au cours du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Museau. Pourquoi est-ce qu'il y a des requins là-bas? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens qui ont gueulé plus fort que nous. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont gueulé plus fort que nous pour que les requins soient bien protégés et que les captures de requins, les rares qui se faisaient, soient strictement punies. Parce que des gens ont été plus malins que nous et qu'ils ont fait autour de Guadeloupe une réserve marine. Parce que Guadeloupe est une réserve terrestre et une réserve marine. Et cette réserve, qui avait été, toute l'île qui avait été largement ravagée par les pêcheurs, a retrouvé depuis une richesse faunistique unique au monde. Tellement riche que autour il y a une population de 120 à 150 requins blancs, 120 à 150 grands prédateurs autour d'une toute petite île de rien du tout. Ça montre la richesse de l'écosystème. C'est colossal. Ça a coûté quoi à qui? Au gouvernement mexicain, rien du tout. Il a juste dit protégeons. Il n'y a pas d'argent qui est dépensé. On peut retrouver cette richesse en Méditerranée sans dépenser quoi que ce soit. Il suffit de le dire, de le faire. On était à la Martinique l'autre jour où on a plongé et
il n'y avait plus un poisson. Et alors les pêcheurs sont tous d'accord pour faire une réserve, mais ils attendent que les autorités prennent les mesures et les décisions. Mais je leur ai dit, mais c'est bête, attendez, vous êtes d'accord, faites-le, n'attendez pas, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui pouvez décider, c'est nous qui pouvons décider. Donc, véritablement, je crois qu'il faut se rendre compte, mesurer, encore une fois, que c'est dans nos mains, et n'attendons rien d'autre. N'attendons pas, n'attendons pas. Voilà. Deux choses. Je vous invite encore une fois à aller voir l'expo de Pascal, et à surtout rester, parce que maintenant, vous allez assister à une conférence sur les requins, mais vous allez voir du vivant. Et ce que Steven et Bernard ont fait était essentiel. Personne ne l'avait fait. Eux, ils l'ont décidé et ils l'ont fait. C'est-à-dire vous dire comment jouir du bonheur d'aller les rencontrer. C'est ça l'important. Comment est-ce que maintenant, que dans certains endroits, il y a des requins protégés, qu'aujourd'hui on organise des fêtes pour aller les voir, il faut aller avec respect les rencontrer, comme Pascal et toute l'équipe de Jacques Perrin, nous l'avons fait pour aller rencontrer ces animaux-là. Et c'est uniquement, parce qu'avec la vie sauvage, on ne triche pas, avec les animaux sauvages, on ne triche jamais. Si vous voulez une rencontre vraie, si vous voulez une relation, vous devez être respectueux. Il n'y a que comme ça, authentique, vrai, respectueux. Et c'est uniquement comme ça que vous sortirez, comme nous, le cœur gonflé, tellement gonflé de bonheur, que vous ne pouvez pas le garder pour vous et que vous venez hurler, même quand il y a du bruit, pour vous convaincre que c'est beau, qu'il faut le garder et l'offrir. Merci. Nous avons encore un... Et un petit remerciement spécial évidemment à tous nos partenaires et en particulier Fosséa Mexico et Canumera qui sont sur le salon de la plongée. Ah oui, une petite chose. Vous voulez voir des requins bulldog? Allez donc chez Fosséa Mexico. Tous les gens qui ont fait ces plongées, tous, et qui, parce que le requin bulldog a une réputation comme le grand blanc, un peu dur, sont revenus là encore bouleversés et convaincus qu'on pouvait avoir une relation différente de ce qu'on imaginait avec ces animaux-là. Chez Fosséa Mexico, ils ont une approche respectueuse, responsable, et ils vous permettront de ressentir, non pas avec votre tête, ici on est avec nos têtes là, mais ressentir dans votre cœur et dans votre ventre ces moments forts qu'il y a à vivre avec eux. Et puis donc d'autres partenaires, parce que c'est vrai que pour mener des campagnes comme ça, votre voix est essentielle, mais pour aller en Algérie, en Tunisie, faire les voyages, nous avons besoin évidemment de ressources, et tous ces partenaires, la Fondation Solutis, Delmonico Dorel, et Canumera, Fosséa Mexico, Léa Nature, la Fondation Nature et Découverte, et certaines entreprises de 1% pour la planète, nous ont offert un soutien financier. Voilà.